Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez connu les entretiens où l'on vous interrogeait sur votre avenir. Aujourd'hui, nous allons évoquer le passé et le présent en prenant le temps, comme vous le préconisez dans un livre et comme nous le faisons chaque jour sur Sud Radio dans les clés d'une vie. Bonjour Jonathan Curiel. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général adjoint des programmes du groupe M6 et en même temps, vous publiez un livre qui s'appelle Vite chez Plon. Ce livre, on va en parler parce que c'est l'anti-livre d'aujourd'hui et ça correspond aux clés d'une vie. Mais avant de parler de ça, on va parler de vous parce que le principe de l'émission, c'est de vous évoquer à travers des dates clés. Et je suis parti du principe que vous êtes un chef d'entreprise. En général, il ne parle pas, mais vous parlez, mais dans des livres. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 31 décembre 2005. Si j'en crois Facebook, c'est votre premier diplôme, l'ESSEC Business School. Absolument, diplômé d'école de commerce, alors on fait des années de classe préparatoire qui sont extrêmement enrichissantes, où on nous gave de connaissances, on apprend plein de choses. Et je retiens de cette période des moments vraiment très enrichissants et très instructifs, où on passe d'une discipline à l'autre, de culture générale à l'économie, aux langues vivantes, donc c'est vraiment passionnant. Et ensuite, on intègre une école de commerce pendant 4 ans, où le rythme, il faut l'avouer, est beaucoup moins soutenu. Mais comme dans toutes les écoles. Comme dans toutes les écoles, absolument. Et donc c'est vrai qu'on a une espèce de basculement qui est assez vertigineux entre les 2 ou 3 ans de classe préparatoire où on travaille d'arrache-pied et ces 4 ans où on est plutôt à faire la fête, à se détendre et à butiner quelques cours par-ci par-là. Voilà. L'ESSEC Business School, YouTube en parle à travers un anglais. Why did you choose ESSEC to come and study in France? Oui, car ce qu'on oublie, c'est que cette école, Business School, l'ESSEC au départ, c'est une vieille école, et Business School, au départ, ça désignait les écoles américaines qui enseignaient les matières et techniques liées au monde des affaires et de l'entreprise. Et ça, la première, c'était la Wharton de l'Université de Pennsylvanie en 1881. Ça a beaucoup changé depuis, je crois. Ça a beaucoup changé et en même temps, c'est des formations qui sont quand même très intéressantes parce que entre les classes préparatoires où on est vraiment dans le travail intensif, la culture générale et on essaye de former un peu des esprits et l'école de commerce, on est effectivement sur le monde des affaires, sur la gestion des entreprises, mais on se rend compte qu'on va aujourd'hui beaucoup plus loin que cela et que les étudiants d'école de commerce peuvent s'adresser à des carrières très différentes les unes des autres. Voilà. Alors, il faut savoir que vous arrivez à un moment dans cette école qui a changé. Avant, c'était l'ESSEC, qui était une école de sciences économiques fondée en 1907, qui a formé une génération d'entrepreneurs. Et vous arrivez avec ces méthodes américaines qui bouleversent un peu le travail de l'étudiant. Absolument, c'est une école avec des codes américains assez atypiques, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre, pour choisir ses cours, on a un certain nombre de points, on choisit des professeurs en fonction du nombre de points qu'on a. Il y avait plein de systèmes qui rappellent un peu la façon dont les Américains fonctionnent. Et c'est assez original et assez efficace comme méthode d'ailleurs. Oui, en même temps, avant, à l'ESSEC, on enseignait au départ les valeurs chrétiennes et humaines. Là, ça a beaucoup changé, le monde des affaires. Oui, mais il y a toujours eu à l'ESSEC, à la différence de ces coreligionnaires, si je puis dire, une fibre humaniste avec des profils généralement sélectionnés de manière assez particulière. Donc il y a toujours eu cette tradition humaniste dans cette école. Qu'on ressent dans les différents cours. Oui, et votre profil, Jonathan Curiel, c'est celui d'un étudiant qui veut faire sa place dans le monde des affaires du XXIe siècle. En général, on est très secret, vous en parlez, mais c'est votre but au départ. Vous ne savez pas dans quel univers vous allez aller. Non, et je vous avoue que c'est un peu le cas de la majorité des étudiants en école de commerce. On se dit que c'est une formation suffisamment généraliste pour ensuite ouvrir des portes très différentes les unes des autres. Et donc on se lance dans ces cursus-là en espérant ne se fermer aucune porte et que l'avenir puisse s'offrir à nous et sans trop spécialiser. Oui, en se disant que les places sont de plus en plus chères. Oui, et les places sont de plus en plus chères, que le marché du travail pour les jeunes est très difficile. Je l'ai écrit dans un livre aussi. Il est aujourd'hui compliqué pour les jeunes de s'insérer sur le marché du travail. Et il est vrai qu'avec ce type de formation, on met plus de chances de son côté qu'avec d'autres. Oui, il faut savoir que la première promotion de l'ESSEC, elle comptait 7 étudiants. Donc ça a beaucoup changé depuis. Je ne le savais pas, vous êtes bien informé. Ah oui, ça a bien changé. Là, c'était des contingents d'environ 300 personnes. Alors, vous quittez donc l'ESSEC et ensuite, avant de sortir de l'ESSEC, vous entrez à Sciences Po. Oui. Pourquoi ? Alors déjà, pour une raison toute bête, c'est que j'avais pas envie de travailler tout de suite. Je sentais pas de me lancer sur le marché du travail tout de suite. J'avais envie sortant de 4 ans d'école de commerce où je restais un peu sur ma faim par moment en termes de savoir, de connaissances, et j'avais envie d'un peu d'en savoir plus.
j'ai eu envie d'aller à Sciences Po avec une spécialisation un peu économique. Et donc, j'ai fait cette formation en complément, à la fois parce que j'avais envie d'avoir plus de connaissances et de me renseigner sur un secteur que je connaissais pas assez, et en même temps parce que j'avais pas envie de commencer à bosser tout de suite. Les affaires, pour vous, c'était le point de départ de votre vie ? Non. Non, j'étais pas spécialement attiré par les affaires, mais plus par l'aspect généraliste de cette formation qui permettait d'accéder à d'autres choses. Oui, en même temps, Sciences Po, c'est l'idéal. Je crois il y a des liens avec 470 universités dans le monde. Et elle a été créée au lendemain de la guerre de 1870 pour former de nouvelles élites. Et finalement, elle a beaucoup évolué depuis. Mais la parité n'était pas l'actualité. Elle n'est toujours pas à Sciences Po, je crois, Jonathan Curiel. Alors ça, vous me posez une colle, je sais pas où ils en sont, effectivement. Là, je ne sais pas trop. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était en tout cas une formation, une fois de plus, très intéressante, avec des professeurs d'un très haut niveau. Moi, j'avais l'ancien ministre des Finances du Portugal en prof d'économie qui était formidable. J'avais un professeur qui était un financier réputé en cours de finance. Donc, il y avait vraiment un corps professoral de très haut niveau, comme à l'ESSEC d'ailleurs. Et c'est vrai que de pouvoir s'enrichir avec ce type de personnalité, c'est quand même un vrai bonheur avant d'aborder sa carrière professionnelle. Oui, et c'est beaucoup de travail en se disant que nous réserve l'avenir. Oui, bien sûr. Et alors, pour les femmes étudiantes, quand même, je vais vous donner une précision. Les premières femmes étudiantes à Sciences Po étaient admises à condition d'avoir le baccalauréat, alors que les hommes n'avaient pas l'obligation d'avoir le baccalauréat pour entrer à Sciences Po. Ah, vous voyez comme quoi vivement que les temps ont changé, oui. Voilà. Et vous faites des camarades de promotion, je suis sûr, comme tout. Oui, bien sûr. On a j'ai beaucoup de copains, copines de ces époques-là. On tisse des liens. En école de commerce, on n'est pas débordé, donc on a le temps de se faire des amis. Et puis à Sciences Po, c'était pareil. Donc effectivement, on tisse des liens avec des gens qui partagent un peu les mêmes choses. On partage les mêmes cours. On s'entraide. On a parfois des colocs avec qui on habite pendant les séjours étudiants. Donc effectivement, c'est un moment dans une vie où on a le temps, ça rejoint l'objet de mon bouquin, de s'intéresser à l'autre et de créer de la relation. Voilà. Alors ensuite, il s'est passé d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 16 mai 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Jonathan Curiel. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jonathan Curiel. Alors, votre travail officiel, c'est directeur général adjoint des programmes du groupe M6, de plusieurs chaînes. Il y a ce livre Vite, dont on parlera tout à l'heure, et il y a une autre date qui est le 16 mai 2012. 16 mai 2012, c'est la sortie d'un livre qui s'appelle Génération CV. Et là aussi, c'est une nouveauté parce que beaucoup de jeunes comme vous ont couru après des CV, mais personne ne l'avait raconté dans un livre. C'est vrai. Alors, c'est parti d'une expérience toute bête, c'est-à-dire que j'ai fait les études que vous avez dites, j'ai fait un certain nombre de stages, parce qu'il faut faire, quand on fait des formations d'école de commerce, etc., il faut faire plein de stages. J'ai fait 4 ou 5 stages différents, dans des secteurs aussi très différents. J'ai fait un stage au Quai d'Orsay, un stage à la Banque de France, un stage dans une agence de communication. Ensuite, je suis parti travailler aux Nations Unies à New York. On va en parler tout à l'heure. Voilà, et je suis revenu à Paris, et j'ai eu du mal à trouver du boulot. J'ai cherché pendant environ 1 an, j'ai envoyé des courriers, j'ai rencontré des gens, je passais d'un entretien à l'autre, j'avais la sensation d'être un peu ballotté, et à chaque fois on me disait vous rentrez pas dans cette case, vous pouvez pas faire ci, vous êtes pas assez opérationnel, vous êtes pas employable comme ça dans tel secteur, mais vous avez pas fait du marketing, vous avez pas fait de la finance. Et donc je me suis retrouvé un peu embêté au bout d'un moment, et même un peu déprimé, parce que vous cherchez du boulot pendant 1 an, c'est quand même compliqué. Et puis vous avez le temps, justement, vous avez une notion du temps très particulière. Il se passe rien, alors que tous vos camarades, etc., travaillent à côté. Vous commencez vos journées à 8h30 et à 9h, elles sont finies. Oui, exactement. C'était ce que je décrivais dans ce petit bouquin, donc Génération CV. On va passer des entretiens, on est avec tout le monde dans le métro, on met son petit costume, on va passer son entretien, et puis on sort de là à 9h, et on prend le quai d'en face, où il n'y a plus personne, et on rentre chez soi, on se remet en peignoir à 9h30, alors que les gens travaillent, et on reste devant son ordinateur, où on attend de recevoir des mails, on reçoit le plus souvent des réponses automatiques de direction des ressources humaines, qui vous dites que vous correspondez pas au profil, patati patata. Donc c'est des périodes assez compliquées. Mais c'est des ressources inhumaines plutôt. C'est un peu ressources inhumaines, et donc j'ai eu cette idée de collecter tous ces entretiens d'embauche que j'ai passés dans des secteurs très différents. Et donc j'ai compulsé ça sur 300 pages avec une vingtaine d'entretiens. C'était un peu romancé, hein, c'était sous forme humoristique. Et donc j'ai proposé ça à un éditeur qui m'a dit oui, c'est vrai que ça n'a jamais été fait. Donc vas-y, lance-toi. Et le livre a eu son petit succès. Oui, et en même temps, vous avez
raconter des scènes surréalistes, ceux qu'on appelait avant les chefs du personnel et qu'on appelle maintenant les recruteurs. Vous posez des questions surréalistes et totalement hors du sujet parfois. Ça dépend des secteurs, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai eu des tests de personnalité très poussés, où je comprenais pas trop vers quoi ça allait. J'ai eu tout le concept de vous n'êtes pas opérationnel, vous pouvez pas faire, il faut vous former. Aujourd'hui, vous n'êtes pas employable en l'état. Donc c'est vrai qu'on passe de situations assez ubuesques. On est un peu désarçonné et donc c'est vrai que mis bout à bout, on se rendait compte d'un système assez loufoque, avec une vraie étanchéité dans le monde français entre le secteur privé et le secteur public, entre celui qui fait du marketing peut pas faire de finance, peut pas faire d'audit, peut pas faire. Donc on se retrouve compartimenté, mis dans des petites boîtes, et j'ai eu envie de raconter tout ça. Oui, parce qu'en plus vous avez fait de hautes études, vous avez travaillé, vous trouvez pas de boulot et vous vous retrouvez face à un homme politique arrogant qui veut faire de vous votre esclave, son esclave. Non, j'avais rencontré des gens, plusieurs personnes. Oui, après il y a une partie il y a certains entretiens que j'avais un peu extrapolés. J'avais extrapolé pour les besoins du livre, mais c'est vrai que je me suis retrouvé face à des gens qui voulaient avoir des gens corvéables à merci, employables tout de suite, ce qui est le cas du marché du travail par moment. Et même une vieille dame, il y a une anecdote incroyable. Vous avez un jour entendu une vieille dame qui vous a parlé de société qui n'existe plus. Oui, vous avez très bien lu. Effectivement, ça fait partie. C'était un exemple assez éloquent pour évoquer le côté réseau, c'est-à-dire que quand on cherche du boulot, il y a la part du marché officiel ou le marché extérieur sur les annonces des entreprises, les sites internet et tout ça, et on vous dit faut faire appel à son réseau personnel. Donc on va voir un tel et une telle, et peux-tu m'aider, peux-tu me mettre en relation avec le chef de cette boîte, ou peux-tu me mettre en relation avec le DRH. Et là, on m'avait mis en relation avec une vieille dame qu'on me disait avoir le bras long et qui m'avait envoyé vers des contacts qui n'existaient pas, ou qui me citait des noms de sociétés qui n'existaient plus. Donc voilà, j'avais passé 2 heures à attendre et à écouter religieusement, et en fait, j'étais ressorti bredouille sans aucun contact. Et vous avez inventé un mot qui devrait figurer dans le dictionnaire, c'est le mot glandinier. Oui, absolument. Mais c'était à l'époque, comme c'est vrai qu'on était en 2012, on était à l'époque des indignés on était à l'époque des indignés en Espagne et dans un certain nombre de pays du monde. C'est vrai qu'on a oublié ce phénomène-là, mais c'est le phénomène des indignados. Et il y avait en même temps le côté un peu glandeur de tous ces gens qui n'ont pas de travail. Et donc j'avais créé ce mot effectivement de glandinier. Alors vous vous retrouvez aussi à l'ONU, on en a parlé. Vous avez été à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies. Comment vous êtes retrouvé là-dedans, Jeanne Tancuriel ? C'était tout simple, c'était une annonce sur le site de Sciences Po à la sortie de mes études qui proposait un poste de chargé de mission sur 1 an renouvelable, et c'était une expérience fabuleuse parce que vous êtes au cœur des Nations Unies, on y parle toutes les langues avec des gens de tous les pays, de toutes les nationalités, sur des problématiques extrêmement intéressantes. Moi, j'étais en charge des questions économiques, et donc vraiment c'était une expérience assez fabuleuse de pouvoir être émergé dans ce bouillonnement international, et qui plus est à New York, dans une ville au dynamisme et à l'énergie débordante. Oui, votre mission consistait à réunir des informations qui venaient du Conseil de sécurité quand même. Il y avait des secrets. Alors moi, j'étais plutôt sur l'aspect économique, donc j'étais pas du tout sur l'aspect politique du Conseil de sécurité. C'était essentiellement de travailler au sein de ce qu'on appelle le Conseil économique et social, et de négocier des résolutions sur la dette, le déficit, les matières premières, etc., qui sont traitées dans le cadre de ce Conseil économique et social des Nations Unies. Donc on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, on est en contact avec des gens très intéressants, on est dans une ambiance extrêmement positive, dynamique, avec des gens très intelligents qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc non, c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée. Alors on a un peu oublié aujourd'hui l'origine de l'ONU, et en 1948 il y a une déclaration de Paul-Henri Spaak qu'on trouve sur YouTube, qui est très importante dans l'histoire de l'ONU et dans l'histoire du monde. Ça se passe au Palais de Chaillot à Paris, qui à 2 reprises, en 1948 et 1952, va être le siège de l'Assemblée générale de l'ONU. Et d'ailleurs, il va y avoir un côté extérieur. Ce n'est plus un pays, ce n'est plus la France, c'est un autre pays. Et c'est là où on va, le 10 décembre 48, Maurice Schuman va évoquer la Déclaration des droits de l'homme qui est d'actualité aujourd'hui. C'est une première à Paris.
Ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça a été un événement mondial. Oui, bien sûr, c'est formidable. Et donc, vous avez la Déclaration des droits de l'homme, les droits de l'homme, l'ONU, y pense beaucoup. Et d'ailleurs, avant, c'était la SDN, la Société des Nations. Et vous avez, grâce à ce travail, découvert Manhattan, qui est le rêve américain pour tous les Français, Jonathan Curiel. Manhattan, c'est formidable. Alors moi, j'avais un peu peur, je me méfiais un peu du cliché, la ville qui ne dort jamais, la ville debout, qui vous donne de l'énergie, etc. Mais force est de constater que c'est une ville qui vous transporte, qui est galvanisante, il se passe toujours quelque chose, il y a un volume sonore très important. D'ailleurs, moi je me rappelle, dès que je m'échappais un peu vers Brooklyn, j'avais l'impression d'avoir un problème aux oreilles, tellement le volume était bas et tellement le silence prenait place. Donc c'est une ville fabuleuse avec des gens qui sont effectivement, ça rejoint aussi le thème de mon livre, qui sont débordés, qui vont dans tous les sens, ça court, ça hurle, il y a des bruits d'ambulance, des alarmes. Enfin, c'est une ville qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que sur une période, alors moi je n'aurais pas souhaité y habiter sur le long terme parce que je trouve que voilà, tout va trop vite. Il y a trop de bruit. C'est vraiment, on a du mal à se retrouver face à soi-même dans cette ville. Mais sur une période de vie courte, j'ai trouvé ça exceptionnel. Oui, en plus, l'ONU, c'est une institution tentaculaire mondiale. Un jour, j'ai trouvé une information. Le ministre indien des Affaires étrangères lit un discours pendant 5 minutes au Conseil de sécurité. Il ne sait pas que c'est un discours d'un autre, de son homologue portugais, et personne ne s'est rendu compte parce que personne n'écoutait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prises de parole de très haut niveau où les gens ronflent ou dorment sur leur pupitre. Ils doivent juste faire acte de présence avec le petit. Il y a un petit bandeau avec le nom du pays, et donc c'est vrai qu'il faut faire acte de présence. On se relaie, mais c'est pas toujours très écouté. Voilà. Alors vous revenez finalement en France et vous réussissez à entrer dans l'univers de la télévision avec M6, avec Paris Première. Comment c'est arrivé, Jonathan Curiel ? Bah écoutez, comme je vous racontais, je cherchais du travail et puis j'ai envoyé un certain nombre de courriers manuscrits, dont un au patron d'M6, au président à l'époque Nicolas de Taverneau, qui a répondu via à l'époque le chargé de mission auprès de lui, qui m'a dit que pour le moment il cherchait pas, mais que s'il était amené à changer de travail, il pouvait faire appel à mes services. Donc quelques mois après, il m'a rappelé en me disant: est-ce que tu veux bien passer un entretien ? J'ai passé une série d'entretiens. Finalement, j'ai été recruté et j'ai passé 4 ans et demi auprès de lui, et qui étaient des 4 ans et demi vraiment passionnantes, très stimulantes, et dans une société comme M6 de médias, pouvoir évoluer à côté de Nicolas de Taverneau était vraiment quelque chose de très précieux. Surtout dans l'évolution de la télévision, qui était un secteur que vous ne connaissiez pas a priori, Jonathan Curiel. J'ai toujours été passionné de médias, à la fois de télévision, de radio, de presse. J'ai toujours baigné dedans. C'est pas familial, mais c'est vraiment très personnel. J'ai toujours aimé me nourrir de médias. Et c'est vrai que d'avoir pu commencer réellement ma carrière dans le secteur privé, dans ce cadre-là, c'était une vraie source de richesse et d'enseignement. Et aujourd'hui, vous vous occupez de petites chaînes, on disait à l'époque des petites chaînes, mais qui ont un grand avenir. Paris Première, W9. Alors ensuite, effectivement, après ces 4 ans et demi passés auprès de Nicolas de Taverneau, je suis passé, comme on dit, du côté un peu opérationnel, et donc je suis passé du côté de Paris Première, qui est une chaîne qui est un petit bijou, si vous voulez, parce que c'est une chaîne qui avait été rachetée par le groupe M6 au début des années 2000, 2004, 2005, et qui a gardé toute sa liberté de ton, son autonomie. Et donc c'est une chaîne qui a une pression de l'audience un peu plus faible que les autres. C'est une chaîne qui se nourrit par la publicité, évidemment, mais qui peut se permettre une certaine latitude éditoriale. Et donc, personnellement, j'en ai profité à plein en lançant des programmes, en consolidant certains programmes par ailleurs qui existaient déjà. Et c'est vraiment une chaîne qui fait de la place au spectacle vivant, au théâtre, qui permet de faire des documentaires très originaux. Donc vraiment, c'était une chance immense de pouvoir débuter sur cette chaîne. Et vous avez effectivement trouvé une liberté de ton qui est aussi celle de Sud Radio, dont le slogan est « Parlons vrai », et un ton particulier qu'on va évoquer à travers une autre date, le 6 février 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Jonathan Curiel. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jonathan Curiel. Vous dirigez donc des chaînes de télévision du groupe M6 et vous publiez un livre, Vite, les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir chez Plon. Je veux dire, ça nous touche parce que les clés d'une vie, tous les jours, on prend le temps, c'est rare à la radio, et vous prenez ce temps aujourd'hui dans ce livre. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Jonathan Curiel ? Parce que j'ai eu envie d'écrire profondément sur ce thème. Je trouve qu'on est dans une société du toujours plus vite, du tout de suite, où on devient tous impatients de tout, qu'on est dans une lessiveuse permanente du fait de l'actualité. On passe d'une actualité à une autre,
du coronavirus à Griveaux, à l'évasion de Carlos Ghosn, à Harry et Meghan. On est transporté, on oublie les choses, on passe un moment où on célèbre l'instant et puis on en fait table rase quelques jours après. On prend plus le temps de rien, on est dans notre vie personnelle happé de tous les côtés. La fluidité, la vitesse, l'accélération sont devenus notre quotidien. Et donc j'ai eu envie d'approfondir la réflexion sur cette thématique du temps qui nous échappe et d'explorer un peu cette désynchronisation permanente qui nous obsède. Oui, et moi je me souviens dans les années 70 à la radio, on disait 4 minutes d'attention c'est le maximum. Aujourd'hui c'est 1 minute ou 2. Ça a évolué. Aujourd'hui, l'attention a totalement baissé. Et on parle d'ailleurs, concernant les contenus audiovisuels, le marché dans lequel je travaille, on parle de marché de l'attention. C'est-à-dire que aujourd'hui, les groupes à la fois audiovisuels, les réseaux sociaux, les plateformes, tout le monde se bat sur ce marché de l'attention, tout simplement pour attirer l'attention des gens, attirer l'attention des téléspectateurs vers son propre contenu, son programme, son émission, et d'essayer d'émerger dans ce grand magma de contenu audiovisuel. Et vous partez du principe qu'on peut faire autrement en disant prenons un peu le temps. Moi, je pars du principe qu'on peut tout à fait faire autrement. Alors après, c'est très difficile, c'est très compliqué parce que ça demande de le faire à l'échelle individuelle, de se déconnecter par moment, de réapprendre à s'ennuyer, de réapprendre à ses enfants à s'ennuyer, de respecter les saisons, de consommer différemment. Mais également, ça s'applique à l'échelle collective. C'est à l'État aussi de jouer son rôle pour nous préserver un peu de cette accélération du temps permanente. C'est aux entreprises de jouer leur partition pour nous préserver de ce temps qui accélère tout le temps et de nous projeter un peu sur le long terme. C'est le rôle des médias, dans lequel nous sommes aussi, de ne pas cultiver le buzz en permanence, de prendre le temps comme vous le faites là aujourd'hui et tous les jours dans votre bonne émission. Il faut retrouver le temps, il faut retrouver un peu de sens et de lenteur dans nos sociétés qui vont beaucoup trop vite. Oui, et le buzz au départ, on l'a oublié parce que le mot a été galvaudé. C'est une technique marketing et c'est un bruit qui parasite le son. Absolument, le buzz au départ c'est un bruit médiatique autour d'un produit ou ça peut être même autour de la sortie d'un téléphone portable, on peut faire un buzz autour d'un film et c'était ça la définition marketing positif du buzz. Au départ. Le buzz était plutôt positif, c'était réussir à orchestrer un bruit médiatique autour d'un produit, d'une entreprise, d'un artiste. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt négatif parce que signe d'un bruit excessif, signe d'une vitesse excessive, signe si vous voulez, d'un manque de sens global. Et vous donnez, Jonathan Curiel, dans ce livre, un exemple très frappant. C'est l'hommage à Johnny qui a été oublié aussi vite qu'il s'est déroulé. Oui, alors je donne cet exemple de l'hommage à Johnny parce que les médias ont un rôle assez double dans cette accélération du temps. Faut pas les accabler de tout. De tous les mots, parce que les médias jouent à la fois un rôle de permanence, c'est-à-dire que vous retrouvez des émissions à la même heure, des grands événements à la même heure, vous retrouvez des événements sportifs que vous retrouvez d'une année à l'autre. Donc il y a tout cet aspect permanence du média qui est très important et qui est fondamental pour les gens. C'est des balises dans leur existence, les médias. Et il y a ce côté accélérateur, buzz, les débats les plus clivants les uns que les autres, cette volonté d'aller toujours plus vite, de déprogrammer, d'être réactif, d'être souple. Et je donne cet exemple d'hommage à Johnny Hallyday pour montrer d'une certaine manière que le public restera et reste le maître des horloges. C'est-à-dire que pour Johnny Hallyday, toutes les chaînes avaient leur dispositif prévu depuis longtemps. Elles avaient leur documentaire, leur soirée hommage, tout était prévu. Au cas où Johnny disparaissait, il y avait le programme à mettre en face le plus vite possible, à savoir le soir même. Et on s'est rendu compte à l'usage, le soir où tout cela a été diffusé, que les audiences n'ont pas été mirobolantes, contrairement à ce qu'on aurait pensé, qu'elles ont été globalement moyennes sur les différentes chaînes, et qu'en réalité, les vraies audiences télévisées puissantes sont arrivées 5-6 jours plus tard, après l'hommage national rendu à la Madeleine. Comme si, d'une certaine manière, l'information était passée du cerveau au cœur en 5-6 jours, et que le public avait dit non. Nous ne sommes pas prêts pour le moment à suivre le rythme médiatique. C'est nous qui donnerons le tempo et ce tempo est arrivé 6 jours après. Oui, et l'album de Johnny, l'album posthume, a été un vrai succès de vente, alors que les livres qui sont sortis sur lui, il y en a eu 23, je crois, ont moyennement marché. Oui, mais si vous voulez, c'est tout le paradoxe de cette société du toujours plus vite. Ça a été pareil pour Chirac. Il y a eu une trentaine de livres qui sont sortis, qui étaient dans les librairies le jour même, voire le lendemain, parce que tout le monde était prêt, et les livres n'ont pas marché. Exactement. C'est-à-dire que les gens décident. Alors, les explications pour Chirac sont sûrement différentes de celles de Johnny, mais c'est le public, c'est les citoyens, ce sont les électeurs qui décident de
leur priorité et du tempo qu'elles souhaitent donner. À propos de Chirac et de la politique, Jonathan Curiel, vous dites dans ce livre Vite qu'en politique aujourd'hui, il faut tenir ses promesses le plus vite possible, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Bien sûr, on se rappelle de promesses de Mitterrand, de Giscard, de Chirac qui n'ont pas du tout été tenues et ça n'a pas empêché qu'ils repassent après, en tout cas pour Mitterrand et pour Chirac. Aujourd'hui, quand vous avez François Hollande qui dit qu'il va inverser la courbe du chômage, il faut qu'il l'inverse. Et s'il ne l'inverse pas, il ne se représente pas. Il se représente pas. Donc aujourd'hui, cette vitesse, cette accélération du temps a créé une exigence d'immédiateté dans les résultats qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Mais moi, je me souviens, dans les années 70, des hommes politiques qui venaient à la radio. Alors, ils déposaient un projet de loi qui ne serait jamais discuté à l'Assemblée. Comme un chanteur, ils lançaient leur disque, ils lançaient leur projet de loi, ils venaient à la radio et après, ils rentraient dans leur ville en disant « j'ai parlé de vous à la radio ». Et ça marchait. Maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est fini, évidemment. Alors, en plus, les réseaux sociaux, vous les évoquez, Jonathan Curiel, en disant qu'on peut dire le tout et son contraire. Oui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est à la fois, on l'a vu dans l'affaire Grévaux, mais c'est un canal de transmission de cette immédiateté. C'est l'un des premiers canaux de la vitesse, aujourd'hui, dans notre monde moderne. Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut effectivement... On a l'impression d'écrire des choses qui vont... on parie d'une certaine manière sur leur autodestruction, une fois écrite, en se disant on écrit quelque chose, ça va passer. On a vu que c'était le contraire. Voilà, et finalement, on se rend bien compte que tout cela reste. C'est-à-dire que quand le président brésilien écrit des choses ignobles sur Brigitte Macron, est-ce qu'il l'aurait fait par SMS? Est-ce qu'il l'aurait fait devant une caméra? Est-ce qu'il l'aurait fait au téléphone? Non, il le fait sur les réseaux sociaux, se disant je peux écrire ça, mais finalement ça reste. Et vous êtes un partisan de la formule, il faudrait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Plutôt, parce que moi je dis pas que les réseaux sociaux ne servent à rien. Les réseaux sociaux ont donné l'accès à la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Les réseaux sociaux permettent de partager l'information plus rapidement. Les réseaux sociaux permettent de s'informer aussi. En revanche, ils permettent aussi de dire un peu tout et n'importe quoi, un peu tout et son contraire, sans forcément réfléchir. Et il y a un côté déversoir et défouloir qu'il n'y a pas dans d'autres médias. Ouais. Et l'expression « cette fois dans sa langue, dans sa bouche avant de parler », je ne sais pas si vous le savez, elle vient de la Bible. Elle vient de la Bible et 7 était un chiffre magique. Et c'est pour ça que c'est resté ensuite et c'est rentré dans le dictionnaire de l'Académie en 1835. Je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est une phrase quotidienne. D'ailleurs, le 7e jour dans la Bible est le jour du repos, de la décélération. Ça rejoint notre thème. Ça tombe bien. C'est autre chose. Alors justement, cette décélération, est-ce qu'elle est possible d'après vous, Jonathan Curiel? Oui, je pense qu'elle est possible. Alors, elle est possible à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que il faut apprendre à déconnecter, il faut retrouver un certain sens de la lenteur, il faut retrouver un certain goût de l'ennui, retrouver un certain art du temps libre qu'on a perdu. Aujourd'hui, l'ennui, c'est un sacrilège, c'est devenu intolérable. Il faut être dans le mouvement le plus frénétique, il faut avoir un agenda débordé, il faut aller dans tous les sens. Dans une entreprise, il faut marcher vite dans les couloirs. Donc, on est toujours... Il faut être dans le même bureau pour échanger des idées. Voilà, faut aller au plus vite tout le temps. Et je pense qu'on peut aussi appuyer par moments sur pause, on peut déconnecter, on peut ne pas céder à l'immédiateté de l'achat dans la société de consommation permanente qui est marquée par les dates de péremption, par les produits désirables tous les 2 mois, par les prix qui bougent, par le fait de faire du sport en 20 minutes alors qu'on peut, en mettant des électrodes, qui représentent 4 heures de sport. Enfin voilà, tout dans notre société va vers plus de vitesse. Moi, je pense qu'on peut par moment appuyer sur pause. Et vous avez donné un exemple d'ailleurs qui est au Japon, qui est assez particulier, où on prend le temps. Au Japon, il y a un club où on prend le temps. Oui, bien sûr. Alors il y a plein de phénomènes. Bien sûr, il y a le Japon, il y a en Autriche, il y a dans les pays scandinaves. Effectivement, il y a plein de. Pour l'instant, ça reste assez marginal, de petites entreprises ou de petites initiatives qui vont dans ce sens de la slow food, de prendre le temps sur les produits qui respectent les saisons, de clubs qui font d'une certaine manière un éloge de la lenteur. Donc il y a beaucoup d'initiatives disséminées. Après, la solution sera collective. Il faut sortir de ce tout de suitisme et de cette vitesse et accélération du temps qui va finir par nous déboussoler totalement. Oui, alors il y a beaucoup de citations littéraires dans ce livre, car vous avez beaucoup de références. Oui. Et il y a notamment quelqu'un que vous évoquez, dont on va entendre la voix.
Oui, il me laissait tout à fait libre et naturellement je prenais des livres dans sa bibliothèque et ces livres ont été... Paul Morand, Pierre Niox dans L'Homme pressé, Oui. c'est une de vos références importantes. Oui, parce que c'est un livre d'une certaine manière assez intéressant sur ce thème. Le personnage principal, qui est Pierre Niox, est l'homme pressé. Il y a une jolie formule d'un moment de l'un de ses amis qui s'appelle Placide, qui considère que Pierre Niox, donc l'homme pressé, est une boussole dépolarisée. Et je me demande si aujourd'hui on n'est pas tous des boussoles dépolarisées, c'est-à-dire qu'on va dans tous les sens. Ce fameux Pierre Niox qui finira par mourir sans attendre la naissance de sa fille parce qu'il trouvait que la grossesse durant 9 mois était trop longue, et qui lui-même est décédé parce que son cœur allait trop vite. Donc c'est quelqu'un qui a passé son existence à courir après le temps, à traiter les autres d'engourdis, et qui est un peu, d'une certaine manière, le parangon de cette vitesse, alors que c'est un livre qui a été écrit en 41, je crois. Oui. Donc, il y a plus de 80, Et ensuite, ans. Paul Morand a écrit ses mémoires. Il y a une chose très drôle dans ses mémoires. Il parle de Madame Falière qui dit à Édouard VII, on lui présente le prince de Galles, et que comptez-vous faire de votre grand garçon? Oui, c'est ça. C'est assez Exactement. étonnant. Alors, il y a aussi, justement, dans cette accélération du temps, des exemples que vous donnez dans ce livre, notamment une œuvre de Bansky qui a été payée $1 million et autodétruite immédiatement. Oui, alors c'était quand je série les différents symptômes de cette immédiateté dans la société moderne, j'ai trouvé que l'art contemporain était aussi très intéressant parce que l'art contemporain déclenche des réactions immédiates. Quand il y avait eu le fameux plug anal place Vendôme, ça avait déclenché une polémique immédiatement. Et puis Banksy également a créé une œuvre qui, une fois qu'elle a été achetée, plus d'$1 million, s'est autodétruite. Donc j'ai trouvé ça très symptomatique et assez rigolo de cette nouvelle société du vite et de l'immédiat où à peine une œuvre d'art vendue, celle-ci s'autodétruit. Voilà, c'est magnifique. Alors, il y a quand même le public qui va dans votre sens, Jonathan Curiel. Un sondage dit que 55% des Français veulent ce ralentissement contre 41% voici quelques années. Oui, les gens se rendent bien compte que tout va trop vite et ont besoin de déconnecter. Je cite un certain nombre de sondages, mais les gens s'informent tous les 3 jours environ. Ils sont moins dans le flux permanent de l'information. Ils veulent déconnecter, ils veulent ralentir. Ils consomment différemment, ils sont moins dans ce gaspillage de nos sociétés contemporaines. Donc il y a une vraie, en termes audiovisuels, je constate aussi une demande pour des contenus plus longs, des contenus plus travaillés, des enquêtes, de l'investigation, le tout de suite et ces contenus un peu jetables, le public est de plus en plus réfractaire. Les podcasts dont vous êtes avec votre émission, les gens aiment bien les podcasts parce que ça permet de prendre le temps, de choisir son moment, de s'immerger dans un contenu. Donc il y a quand même un certain nombre de signaux faibles qui font émerger une certaine lenteur dans les médias. En tout cas, vous avez pris le temps d'écrire ce livre vite et je conseille à celles et ceux qui nous écoutent de prendre le temps de le lire parce qu'ils découvriront une notion d'espoir sur le monde futur. Je crois que c'est aussi un peu votre but là-dedans, Jonathan Curiel. Bien sûr, c'est de montrer que des solutions sont possibles. C'est pas un livre de développement personnel, c'est un livre de réflexion sur cette société de la vitesse, d'en identifier toutes les manifestations et en même temps de se dire que les choses peuvent décélérer et qu'on peut arriver de manière à la fois individuelle et collective à appuyer sur pause de temps en temps. Alors, ce livre s'appelle Vite, les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir chez Plon. Merci d'avoir pris le temps d'en parler, Jonathan Curiel, dans ces clés d'une vie. Et puis, vous êtes le bienvenu quand vous voulez, car comme vous, nous parlons vrai. Merci de m'avoir reçu et merci de prendre le temps dans votre émission tous les jours. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.